Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau Édouard Millot après un premier entretien il y a exactement 2 ans, à l'automne 2023. Établi depuis 15 ans en Roumanie, Édouard Millot est un ancien du monde de la finance et du consulting. Aujourd'hui, il est très impliqué dans diverses associations liées à l'écologie, notamment Climato-Sphera. Nous avons interviewé déjà d'autres membres de cette association. Et c'est à ce titre que j'ai voulu le recevoir une seconde fois. Édouard Millot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nouveau avec nous. Alors, avant de poursuivre plus ou moins la conversation que nous avions eue il y a 2 ans, j'aimerais d'abord que vous nous présentiez Greentopia, www.greentopia.ro, un festival sur différents sujets liés à l'écologie qui a commencé aujourd'hui à Bucarest et se conclura ce dimanche. Exactement. Greentopia, c'est le dernier petit bébé de Climato-Sphera. C'est un festival sur les solutions. On a, quand on réfléchissait à nos actions, en fait, on se disait, il y avait 2 problèmes quand on veut parler du climat aux gens. Il y a le problème de temporalité. Aujourd'hui, on incite les gens à actionner, sauf que le message qui est derrière, c'est tu vas devoir faire des efforts qui vont durer et les résultats, tu les verras dans 20-30 ans. Ça, c'est la temporalité. Et le deuxième, la réponse classique à tous les gens à qui on propose d'agir, c'est de dire « Ouais, moi je veux bien agir, mais regardez, moi je représente que 1% des émissions, 0,4%, regarde la Chine, les États-Unis, etc., etc. » Et en fait, Greentopia, c'est la réponse à ça. On dit « Non, en fait, il y a des gains à faire immédiats. » Et c'est relié, en fait, le climat à notre santé et à la discussion qu'on a eue avant d'entrer, au bonheur. Et ça, c'est des gains qui sont immédiats pour les gens. Si demain, on sort des voitures de Bucarest, on va purifier l'air, ça aura une action positive sur le changement climatique, mais en fait, tu vas en profiter. C'est toi qui vis à Bucarest. Là, c'est pas... Donc, tu vas en profiter tout de suite. Dès que tu sors en fait des voitures, eh ben, c'est du dioxyde de carbone en moins émis dans l'atmosphère. Ça va mettre un certain temps quand même. Ça va mettre... Alors ça va plus vite quand même qu'on croit. Moi, j'ai pas été à Paris depuis 3 ou 4 ans. Et là, j'y étais en formation et j'ai été sidéré du changement de cette ville dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ans. Bon exemple, oui. Et j'ai passé mes vacances aussi en Allemagne. L'Allemagne, c'est un autre exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup à Munich. Maintenant, quand tu vas à Munich, les livraisons de matériel... Je traversais la ville très tôt le matin avec mon enfant, on prenait un train. En fait, toutes les livraisons, maintenant, c'est fait que du vélo. Et Munich, c'est la ville de BMW. Et tu te dis, non, mais en fait, les choses, elles changent. On les voit pas changer, mais en réalité, elles changent. Pour Bucarest, il faut que les gens se mobilisent pour mettre la pression en fait sur le politique. Le politique, les changements, ils se font toujours par le bas vers le haut. Il faut pas attendre des politiques qui bougent. Les politiques, ils vont répondre en fait à la pression que nous, on va leur mettre. C'est ça Greentopia en fait. Donc pendant tout le week-end, on a voulu... Alors on garde nos ateliers de sensibilisation parce qu'on pense qu'il faut que les gens y comprennent pour avoir envie d'agir. Mais effectivement, il y a plein d'ateliers. Ce sera Random House sur des questions pratiques. Vous verrez Random House qui est situé... Strada Vassile Lascar, 61 Vassile Lascar. À Bucarest. À Bucarest. Donc on sera... ça ouvrira à 9h30 et puis on fermera le soir à 18h. Ce sera donc Random House, l'Institut français sur Boulevard d'Accia. On a créé une zone spéciale pour les enfants avec des ateliers un peu originaux. Ce sera au Carrousel, à la crèche du Carrousel, en face de l'Institut français, toujours sur Boulevard d'Accia. Et puis on fait des ateliers pour les Français à la librairie Carlina. Samedi, on fait deux ateliers samedi, voilà. Ah, très bien. Elena Diacono, qui était d'ailleurs la directrice de Carlina, qui était avec nous la semaine dernière. Très bien. Alors, lors de notre premier entretien, vous nous aviez parlé précisément de ces fresques que vous organisez, celle du climat, celle des frontières
tiers planétaire des fresques afin de pousser les gens à modifier leur comportement. Et donc, pour approfondir sur le sujet, vous luttez, et vous venez de le dire, hein, contre l'idée qu'on ne peut rien faire individuellement, qu'il serait trop tard. La solution, et ça vous me l'avez précisé récemment, étant néanmoins collective dans un nouveau récit. Alors, comment vous aimeriez le raconter, ce nouveau récit, et sur les 2 dernières années, hein, depuis notre dernière rencontre, qu'est-ce qui vous a réjoui dans le contexte dans lequel vous vivez et ce qui continue à vous décevoir? Alors peut-être qu'on va commencer là-dessus, et puis après vous nous parlerez du récit. D'accord. Alors moi, ce qui m'a réjoui, alors ça fait plaisir parce qu'en fait, quand effectivement on fait des retours en arrière en pensant à ce qu'on a fait depuis 2 ans, il y a 2 ans on parlait de 2 fresques. Aujourd'hui, en fait, nous on a tout un programme d'ambassadeurs, on a 17 ateliers, et c'est peut-être ça qui me réjouit. Quand vous dites un programme d'ambassadeurs? Programme ambassadeur, c'est on va dans les entreprises. Ça démarre en général par une fresque du climat parce que c'est la base, en fait c'est ça qui va donner aux gens la curiosité sur le sujet. Et après, en fait, on leur crée des outils qui vont les mettre en action, où ils vont pouvoir actionner concrètement. C'est des jeux du type... C'est toujours sous forme de jeu. On ne fait que sous forme de jeu parce que c'est ça qui actionne le plus les gens. Ils viennent avec plaisir. C'est dans un cadre... On peut faire ça dans un cadre professionnel ou dans un cadre de team building ou pour le grand public et pour les enfants. Donc, on couvre en fait toute la sphère publique. Et donc, on va leur proposer des jeux. Ça va être soit des ateliers, ça va être des cosmétiques. Ils vont s'amuser à faire des cosmétiques naturels où on va leur expliquer l'importance de ne pas se mettre sur le visage des produits chimiques. Et ça va aussi aller à des jeux comme 2 tonnes où tu vas devenir Trump et tu dois prendre une décision pour la planète. Après, c'est en 8 rounds et tu dois obtenir 2 tonnes. Les fameux 2 tonnes, c'est une théorie en réalité qui explique que si on voulait que la planète soit régénérative, elle arrive à se régénérer dans le temps, il faudrait que chaque personne sur la planète ait une empreinte carbone, c'est-à-dire son émission de CO2, soit de 2 tonnes. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont à 0,5 tonnes pour les personnes les moins... Et l'Europe qui se situe plutôt entre 8 et 12 tonnes. Et elle a donc un gros effort à faire. Et moi, ce qui me réjouit le plus, ça a été en fait d'être utile. Ça fait longtemps que je souffre de cette éco-anxiété, de me dire qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir, pour moi, mais surtout pour mon enfant. Et en fait, le fait d'être en action, ça te fait oublier ça, et c'est ça qui te réjouit le plus. Au sein de Climatosphera, il y a un truc particulier, c'est qu'on a une grosse dynamique. Hier, on était au bureau. On a un bureau qui fait 20 mètres carrés et donc on a Oana et Stella qui rentrent d'une fresque de la biodiversité dans une banque. En même temps, Charles qui est... Charles Berleville, qui est venu ici plusieurs fois, oui. Exactement. Charles qui est en train de faire son call parce qu'on est en train de créer une plateforme carbone pour le secteur 2. À côté, il y avait Roxana qui préparait une prestation pour la Lituanie dans tout ce qui est sécurité alimentaire. Yulia qui prépare le festival et qui était en train de faire les arrangements. Cette dynamique-là, ça met vraiment en joie, en fait. Tu travailles sur un sujet sérieux, mais avec plaisir. Ça, c'est mon plus gros plaisir. Le deuxième, quand je repense à ces dernières années, c'est le soutien, en fait, des gens avec qui on a démarré. On n'a certainement pas tout fait bien au début, mais par contre, on a mis tout notre cœur et ces gens-là, ils sont encore là. Les sponsors du début, c'est encore les sponsors d'aujourd'hui. Ils nous font confiance. On essaye de leur apporter sans arrêt des nouvelles choses. C'est ça, ce programme ambassadeur. On leur a donné une idée, ils l'ont acceptée. Parfois, ça va même à l'encontre de ce que eux pensent, mais ils continuent en fait d'insister pour justement garder cette ouverture d'esprit et ouvrir les gens en fait à ce qui va se préparer dans l'avenir. Ça, c'est vraiment le grand plaisir. Je ne sais pas si vous m'avez demandé la frustration. Oui, la frustration. Mais là, j'en ai 2 très clairs. C'est la lenteur. C'est extrêmement difficile. Voilà, c'est la remarque que vous avez faite sur les voitures. Ça va être lent. Et ça, effectivement, l'éducation, c'est lent. Il faut répéter, répéter, répéter.
Et là, c'est là que tu as besoin d'une dynamique. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, aussi dynamique, aussi motivé sois-tu, à un moment, tu te fatigues, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tenir cette dynamique. Et le plus dur, c'est les reculs. Et en ce moment, en fait, au niveau européen, on vit un recul sur la sensibilisation au climat. Je vais donner un exemple concret. C'est ce qui vient de se passer à Banéassa. Tout le monde en parle depuis des années, tout le monde donne son opinion, mais il faut savoir qu'à Bucarest, chaque Bucarestois, en fait, a 9 mètres carrés d'espace vert pour lui. La moyenne en Europe, c'est 26. Quand on monte dans les grandes tours, quand on va dans les entreprises, on a l'impression que c'est vert. En fait, c'est pas vert du tout, Bucarest. On n'a pas de grands poumons. On a un poumon, c'est la forêt de Banéassa. Et là, on vient gentiment de nous mettre une route pour aider les gens de Greenfield, etc. Tout ça, je peux l'entendre. Mais il y a quand même d'autres solutions que juste de mettre... les jeunes, Greenfield, oui. Greenfield, c'est un quartier qui a été nouvellement créé derrière le bois, mais qui fait partie de la ville de Bucarest. Et les gens sont bloqués le matin avec leur voiture pour aller au travail. Il y avait quand même d'autres solutions, du type transport public, du type faire des voies en vélo. Moi, j'habite juste à côté, j'y vais en vélo. C'est 40 minutes, en fait, pour faire... Quand je dépose mon enfant, je mets moins de 40 minutes pour faire... donc Greenfield, en fait, l'école française qui se situe sur la DN1, jusqu'à mon bureau qui est au cœur de Bucarest. Si les gens avaient cette curiosité d'essayer, ils se rendraient compte que la ville est toute petite. Si on avait des pistes cyclables, on n'aurait pas besoin d'aller créer dans une forêt qui est quasiment notre dernier poumon vert, ces routes qui aujourd'hui sont utilisées par des voitures. Les gens sont ravis, ils vont se mettre dans les bouchons. On n'a pas réglé le problème. Alors, Édouard Millot, de façon plus générale, quand vous dites qu'on a besoin d'un nouveau récit, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Un nouveau récit, c'est lié à nous, en fait. C'est la définition qu'on va donner, par exemple, du succès. C'est quoi avoir du succès ? J'ai 2 voitures, j'ai une grande maison, mon fils va dans une école privée, voilà. Je suis considéré comme un homme à succès. Est-ce que tu es bien sûr de ça, en fait ? Moi, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Ma vraie question aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que moi je vais devenir, c'est plutôt ce que je vais laisser aux autres et puis à la génération qui vient après. Ce nouveau récit, en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux ? Il y a un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est super l'intelligence artificielle. C'est super. Tapez sur ChatGPT, il vous donne la réponse. C'est dommage, vous n'avez pas vraiment travaillé pour trouver, et du coup... le plaisir personnel que vous auriez à découvrir quelque chose, vous l'avez raté puisqu'on vient de vous le mettre dans la bouche. Et l'intelligence artificielle, il n'y a personne qui pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle ? C'est un massacre écologique. Google, Microsoft, qui sont des monstres, avaient quand même des plans de décarbonation qui étaient plutôt efficaces et ils arrivaient à le tenir. Cette année, ils ont annoncé gentiment, 2 lignes dans la presse, on va pas non plus se glorifier de ça, que finalement ils renonçaient à ce plan-là parce que à cause de l'intelligence artificielle, il faut imaginer, c'est des puces qui consomment énormément d'énergie. Et aujourd'hui, Microsoft dit ok, on va investir en fait dans une centrale nucléaire. Et où est-ce qu'on va en fait ? On va, ok. Donc Microsoft, il a besoin d'une centrale nucléaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, nos amis d'OpenAI, donc ChatGPT, en fait, ils font signer, ils disent, nous on est d'accord pour s'implanter près de chez vous, mettre des grands data centers, mais on a besoin d'eau. L'eau, elle sert à refroidir les data centers. Et c'est pas de l'eau salée, hein. Il faut de l'eau donc que vous et moi, on pourrait consommer aujourd'hui pour refroidir ces data centers. Dans les contrats, on se rend compte qu'ils disent, nous on doit être prioritaire sur l'eau qui sera fournie aux gens. La réponse du maire, c'est « on espère qu'on arrivera à bien s'entendre ». Tu espères que tu vas entendre. Donc ça veut dire qu'en fait, demain, on pourrait faire le choix en fait de privilégier un data center à la vie des gens
Ça, c'est des choses peut-être intellectuelles qu'on ferait bien de se poser dans un monde où, en fait, on appelle ça le progrès. Alors, Édouard Millot, comme la dernière fois, vous allez me permettre de faire un petit peu l'avocat du diable. Dans certains contextes, et la Roumanie est l'un d'eux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi, prendre en compte l'histoire du pays et les frustrations qu'il a connues? C'est vrai que quand on voit à Bucarest le parc automobile, on sent bien ces frustrations, hein. Il y a le besoin d'avoir la belle voiture. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est un processus. Est-ce que quelque part, je me dis, on n'est pas obligé de passer par ce processus-là de l'achat matériel, des achats matériels, parce que l'histoire a fait que on en a énormément manqué à un moment donné. Et parfois, je me dis, le discours écologique, il manque de psychologie, il impose, et les injonctions sont parfois contre-productives. Oui. Pendant le festival, à l'entrée, vous aurez un joli bingo. Le bingo, c'est tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous répond à nous quand on dit qu'il faut changer, et vous avez la réponse. Donc là, il y en a 12. L'une des réponses, c'est de dire, c'est pas bien d'imposer des choses, surtout dans un pays qui en a souffert. Mais il y a aussi des choses qui ont marché. On vous impose de mettre votre ceinture de sécurité quand vous prenez votre voiture. C'est obligatoire, sinon vous payez une amende. En fait, ça a eu des résultats. Ça a marché. Tous les deux, on est assez vieux pour avoir vu le passage. On a tous été au restaurant où tout le monde fumait, ou dans les bars. Et un jour, vous vous souvenez, en France, on l'a interdit. Pendant un mois, il y a eu des débats sur notre propre liberté. Aujourd'hui, je ne sais pas si en France, même un fumeur, il accepterait qu'un autre fumeur fume à côté de lui. Quelque part, on ne dit pas aux gens qu'on va faire leur bonheur à leur place, surtout pas dans un pays comme la Roumanie. Mais moi, je compte sur un truc, sur l'effet mouton. C'est à nous aussi de montrer la voie. Moi, tous les matins, je vais au bureau en vélo, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, etc. Aujourd'hui, donc je dois traverser la DN1, etc. J'ai une voiture, hein. Je suis pas du tout l'homme parfait, etc. Mais j'y vais en vélo. Et en fait, c'est juste, je veux que les gens voient que autre chose est possible. Je veux bien croire que le bonheur, c'est d'avoir une BMW, mais c'est pas ça le bonheur. Passer 3 heures dans les bouchons de Bucarest, ça peut pas faire votre bonheur. Je peux pas y croire à ça. Ça va vous créer du stress, etc. On a de la chance, notre cerveau, il nous aide. Il va nous créer des biais pour nous dire non, mais finalement, c'est confortable, tu peux écouter, appeler tes amis, écouter la radio, etc. 3 heures votre vie, allez, on va dire 2 heures, je pense en moyenne à Bucarest, 2 heures votre vie, vous êtes tout seul dans une voiture. C'est ça votre bonheur? Ok. Après, chacun a le sien, hein. J'interdis à personne d'avoir une voiture, d'acheter. Nous, on n'impose pas, en fait. On veut juste, on parle de récit. Proposer un récit, c'est juste de dire, on vous propose de réfléchir différemment ou mieux. Quand tu es dans ta voiture, t'as pas... Les gens qui disent dans la voiture, si tu fais... ouais, mais toi, tu es en vélo, alors tu respires les gaz carboniques. Parce que tu crois que tu les respires pas dans ta voiture. Faire du vélo, de toute façon, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, il y a une statistique qui est parue en Europe. Ou marcher, parce que les transports en commun qui sont parfois décriés souvent en fait à Bucarest, moi personnellement je les utilise et s'il y a quelques trolleybus comme on les appelle un peu vieillissants, ça fonctionne très bien. Et quand on prend le réseau donc de la CTB plus le métro et avec un peu de marche, ça se passe bien, quoi. En Europe de l'Est, Bucarest est la ville, en Europe de l'Est, je ne parle pas d'Europe de l'Ouest qui est quand même à un autre niveau, mais en Europe de l'Est, c'est Bucarest qui a le plus de lignes de transport public par habitant. Ouais. J'ai vu la statistique la dernière fois. D'accord. Et je voulais te dire... Ok, ça m'a échappé. Vous parliez du vélo. Oui, en fait, on parlait de santé. Mm-hmm. Il y a une statistique européenne qui vient de sortir sur l'obésité. Le pire, c'est en Roumanie.
32% des Roumains souffrent d'obésité. Après les États-Unis, hein, même, hein, je crois. Hein. C'est un tiers des gens. Un tiers des gens sont trop gros. Les gens ne bougent plus, en fait. Si vous vous déplacez, on va pas parler comme des vieux avec la guerre d'avant, mais je me souviens pas avoir entendu mes parents, viens, on va sortir la voiture pour acheter une baguette de pain quand la boulangerie, elle était à 500 mètres. Je me souviens bien qu'on y allait à pied. Et tout ça, c'est en train de se perdre. Mais c'est notre santé, en fait, qu'on est en train de jouer. On joue pas avec la santé des autres, c'est la nôtre. Je vous invite à aller à la piscine d'Autopen le dimanche matin, où vous avez des enfants de 8-10 ans, qui sont tout petits, hein. En surpoids. Qui sont déjà en surpoids. Mais 8-10 ans en surpoids, ça devient des problèmes de santé publique, en fait. Et ces problèmes de santé publique, ça a un autre impact, si on veut parler d'argent. C'est qu'après, il va falloir les payer, les hôpitaux. Tous ces gens-là, en fait, ils vont finir à l'hôpital pour des problèmes de diabète, de cholestérol, etc. Ça se soigne, hein. Mais c'est des qualités de vie, et c'est notre qualité de vie. Et après, tout ça, ça demande des infrastructures, hein. Mettre en place des hôpitaux, la Roumanie est bien placée pour le savoir, c'est extrêmement compliqué, ça coûte extrêmement cher. Et tout ça, en fait, c'est lié au changement climatique. Et on n'a même pas besoin d'en parler, en fait. On parle juste de notre santé. Ça, c'est Greentopia. J'aimerais maintenant que vous nous parliez, Édouard Millot, de ces nouvelles théories qui émergent, notamment celle de la robustesse que j'aime bien, qui est en particulier évoquée par le chercheur français Olivier Amand. Et j'invite les auditrices et auditeurs à l'écouter. Donc Olivier Amand, H-A-M-A-N-T, et qui parle de ce concept de la robustesse. Alors, il y a aussi la résilience, un concept que c'est la même chose, mais je suis moins séduit par l'idée de résilience. Mais robustesse, expliquez-nous. Olivier Amand, il a une particularité vraiment très intéressante, c'est qu'il est biologiste. Son métier, il est biologiste et il fait de la recherche en biologie. Et il s'est amusé, ça fait 10 ans qu'il travaille sur le sujet, il a fait le lien entre comment fonctionne la nature, c'est-à-dire l'écosystème, qui est l'écosystème le plus complexe qui existe. À côté, quand on parle d'écosystème d'une entreprise, on n'est pas du tout sur le même niveau. Et il s'est amusé à faire des parallèles. Et donc, il explique que la nature est robuste en elle-même et qu'elle développe des critères qui la rendent de plus en plus robuste. Et c'est ça qui la rend, c'est ça qui lui permet de se régénérer. Je vais prendre un exemple, l'importance de la collaboration. L'importance de la collaboration, vous la voyez chez les sapins. Si vous êtes en bas d'une colline avec une rivière en bas, si vous abattez un sapin, donc vous avez une forêt de sapins, il y a un autre sapin qui va pousser très vite. En fait, ils ont accès à l'eau, c'est très facile. Et du coup, les sapins, en fait, vont se faire la compétition. Vous savez qu'ils ont besoin de capter le soleil. Donc, le but, c'est d'être le plus proche du soleil. C'est pour ça qu'ils poussent pour aller chercher, en fait, la photosynthèse qui va les faire grandir. Par contre, si vous montez dans la montagne où vous avez plus l'eau, où elle se fait plus rare, les sapins, en fait, ne vont pas se reproduire. C'est pour ça que si vous regardez, en fait, une montagne est toujours faite pareil. En bas, beaucoup d'arbres. En haut, c'est beaucoup plus clairsemé parce qu'en fait, ils vont discuter entre eux. Bon, discuter, je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais en fait, ils ne vont pas chercher en fait à être surabondants. Ils vont pas rentrer en compétition. Ça, il y a des tas d'exemples et effectivement, ce que vous avez dit, c'est exact. Il faut l'écouter, il est beaucoup plus intéressant que ce simple exemple. Et donc, il a fait le lien avec le système économique. Et là, où il explique aux entreprises qu'il faut qu'elles deviennent robustes. Moi, effectivement, dans mon métier, c'est d'être plutôt consultant pour les entreprises et je travaille effectivement sur la résilience qui est peut-être une partie de cette robustesse. Moi, je travaille sur les facteurs exogènes où on explique aux entreprises qu'elles doivent devenir plus robustes. Mais la résilience, c'est juste quand vous avez un choc dans votre entreprise, c'est votre capacité à, 1, résister à ce choc. Est-ce que vous allez l'encaisser? 2, à l'absorber, c'est-à-dire à pas faire faillite demain juste parce qu'il y a eu un choc.
ensuite à revenir à votre situation si vous avez eu des dégâts par rapport à ce choc, et après à progresser. Et aujourd'hui, en fait, les chocs, on se rend compte que le système économique, par rapport à moi, quand j'ai fait ma carrière en banque, quand j'étais 15 ans, j'étais analyste financier dans des banques, on analysait juste la performance économique. Aujourd'hui, la performance économique, elle est un des critères à côté justement de cette résilience. Est-ce que vous avez de la redondance dans vos systèmes? Est-ce que vous avez de la modularité? Est-ce que vous avez de la diversité en fait dans vos activités? Tout ça, c'est des phénomènes que les entreprises doivent travailler, qui sont peu développés en Roumanie. En Roumanie, une entreprise parle encore beaucoup avec sa performance économique. Elle reste un critère important, mais en fait, si vous restez avec ça, vous allez vous retrouver avec des tas de cas. Il y a un cas qui est intéressant. Il y a 2 ans, la marque Porsche a fait 2 milliards de pertes. Et même quand vous êtes Porsche, 2 milliards, c'est une somme colossale. Pour améliorer leur efficience, ils avaient un seul fournisseur de volants, enfin tout ce qu'on met dans les volants, qui se situait en Suisse, en fait, dans une vallée qui a subi une inondation. Ils n'ont pas pu livrer leurs clients pendant 6 mois. L'idée derrière ça, le sous-jacent de tout ça, en fait, c'est aujourd'hui, on sait que si on investit dans notre robustesse, dans notre résilience, finalement, ça a peu d'importance, c'est de la sémantique. On sait que si on investit aujourd'hui, pour s'adapter au changement climatique, c'est 1,5% du PIB. Voilà, on parlait de chiffres. Si on doit juste réparer, si on attend le choc et qu'on va juste réparer, ce sera 6 fois plus cher. Hier, Donald Trump, donc il explique à la tribune de l'ONU que le changement climatique, c'est une énorme farce. Je me souviens plus des termes qu'il a utilisés. Ça, c'est du retard qu'il fait prendre à son pays. Et pas que son pays, oui. Oui, on va pas... je voulais pas faire de politique, mais l'idée, c'est que les gens qui vont l'écouter, en fait, vont prendre du retard. Ça va leur coûter. Moi, j'encourage vraiment les gens à s'intéresser, en fait, à dire, ok, mais c'est quoi ma vision? Si c'est à 6 mois, ok, foncez. Faites du profit, foncez. Voilà. Ça vous rendra peut-être heureux, j'en sais rien, en fait, finalement, puis ça m'intéresse pas vraiment. Et puis, c'est votre problème, en fait. Mais si vous voulez durer, vous devez vous poser ces questions-là. Alors on va sortir un peu de, enfin vous le faites déjà, hein, de Roumanie. Quand vous voyez des pays en développement, en Afrique, en Asie, la croissance reste un maître mot indétrônable. Mais je vous repose un petit peu la même question. Je sais qu'au sein de Equimatosphera, il y a des gens un peu plus pessimistes que vous, même assez, comment on les appelle, collapsologues un petit peu. Je pense que c'est pas trop votre cas, mais toutefois, on ne peut pas leur empêcher de vouloir des biens matériels, alors là pour le coup, qui n'ont pas du tout parfois depuis des années. Dans 5, 10, 15 ans, si on a résolu les problèmes ici, là-bas, ça va mettre encore plus de temps. Alors la perspective est quand même assez pessimiste, non? Oui, enfin... Non, elle n'est pas pessimiste parce que en fait, à partir du moment où tu penses au futur, moi je suis pas collapsologue, quand tu penses au futur, autant y penser de manière positive. Si on se lève tous les matins en se disant qu'on va mourir, on va avoir une vie un peu dure, pas très légère. L'idée c'est quoi? Et là, en fait, on sort du climat et on rentre dans la justice sociale. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que ces pays, en fait, on exploite leurs ressources naturelles dans des conditions assez souvent douteuses pour nous vivre mieux? Il y en a qui vont devoir décroître. On en fait partie, hein, on va pas se cacher. Donc en fait, le chiffre, c'est 10% de la population les plus riches émet 50% des gaz à effet de serre. 10%, 50%. Et dans les 10%, vous et moi, on y est. Hein, parce que c'est pas... on parle pas des ultra riches, on parle pas d'Elon Musk ou de, je sais pas, qui tu veux en fait. On parle pas des ultra riches en fait, ni des riches.
Les Européens, globalement, font partie de ces 10%. Eux, ils vont devoir faire un effort. D'ailleurs, ils le font. La réalité, c'est que les chiffres en Europe montrent qu'on est en train de décarboner notre économie. Petit rappel au passage, la Chine, qui est dirigée par une dictature, cette année annonce une baisse déjà de ses émissions, moins 2,4%. On est capable de développer la vie des gens sans tuer la planète. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est, en fait, si on dit les termes, c'est le capitalisme. Il faut qu'on définisse ce qu'on appelle la croissance. Si on veut faire de la croissance, ben moi j'ai une super solution. On vend des armes, on vend de la drogue, on la rend autorisée. On vend ça, vous faites de la croissance, hein. Vous avez vendu des gens. Quand on fait mourir des gens, on les met dans une boîte. La boîte, il faut l'acheter. On a encore fait de la croissance. Si on parle tout le temps de croissance, on va jamais en sortir. Moi, j'adore Aurélien Barraud et sa définition du progrès. Il dit cette phrase. Aurélien Barraud, qui est chercheur, physicien, je crois. Physicien, chercheur, alors pour les Français qui le connaissent pas, je les invite à lire. Ça pique un peu, mais c'est quand même, c'est un éclairage sur ce qu'on est, même si ça peut paraître dur. C'est quelqu'un qui est radical, mais dans le bon sens du terme. Il va à la racine du problème. Aurélien Barraud, il dit, tant qu'on appellera progrès le fait de raser une forêt primaire pour construire un supermarché, on n'aura pas démarré le début du progrès. Tant que nous, on croira que la clé du succès, c'est d'avoir encore cette belle voiture et de pas avoir compris qu'en fait, on doit aller chercher le bonheur et pas la possession, on n'aura pas fait le début d'un pas. Mais moi, je suis convaincu que c'est en train de changer. Je vais vous donner un exemple de la semaine dernière. Je discute avec une amie. Sa fille fait Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, on peut encore considérer que c'est de l'élite. Je l'ai pas fait et j'en fais pas partie. Mais on peut considérer que c'est de l'élite. Sa fille, elle va pas aller travailler dans une multinationale. Elle est sortie de Sciences Po et là, elle part au Canada. Alors, elle se reconnaîtra. Bonjour à Luca. Et elle m'a dit que sa fille, en fait, elle va rentrer dans une communauté et puis elle cherche à faire autre chose. Cette fille a fait Sciences Po Paris. Le jeu des frontières planétaires, il a été inventé par Arthur Lassus, qui est centralien. Aujourd'hui, il est maraîcher et il a créé un jeu. Ce monde, il est en train de changer. Sandrine Roudot, autre personne à écouter à tout prix. Alors, elle est moins publique. Il faut aller un peu chercher sur YouTube, mais c'est Sandrine Roudot. Elle explique ça très bien. Elle dit, en fait, le monde est en train de changer, mais par petites touches. Et en fait, on ne le voit pas. Mais les gens sont en train de changer. Les gens, ils s'en rendent compte. Les gens ne sont pas naïfs. Quand tu passes 2 heures dans ta voiture, tu peux pas appeler ça du bonheur. Tu cherches une solution pour que ce soit moins douloureux. Ça reste douloureux. Ce que vous me dites me fait penser à un expert dont je ne me rappelle plus le nom qui disait qu'il y avait des clairières dans le monde qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que souvent, nous, les médias, comme on dit, souvent les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Et on parle souvent de choses qui ne vont pas très très bien, alors qu'il y a énormément de choses qui vont bien et dont on ne parle pas. Et davantage, enfin beaucoup aussi qui ne vont pas bien, dont on ne parle pas non plus. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il faut avoir confiance en l'humain. Hein, c'est ce que vous dites. On va terminer sur la Roumanie. Dans notre premier entretien, il y a 2 ans, vous disiez que le pays bénéficiait d'un bon mix énergétique. Où la Roumanie devrait continuer à progresser, où elle stagne, où ça régresse? Elle a toujours son mix énergétique. Elle est toujours mix énergétique. C'est ce qui permet, en fait, c'est l'énergie primaire que vous utilisez pour produire l'électricité. Et donc, elle a toujours son hydro qui est très fort. Elle développe l'éolien, le solaire, pas assez vite à mon goût, mais quand même. Je trouve qu'on parle beaucoup de Neptune Deep, le projet de Rome Petrol pour produire du gaz, qui est censé en fait apparemment faire notre richesse. Mais voilà, je pense que la Roumanie, elle pourrait faire mieux. Elle a quand même une centrale nucléaire, elle a vraiment des atouts.
Pour moi, c'est ce que... Aujourd'hui, si on parlait de frustration de tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est un pays, en fait, qui bénéficie de ce qu'elle a mis en place dans le passé. La centrale nucléaire, elle a 30 ans. L'hydro, c'est pareil. On parle encore de Ceausescu, là. Aujourd'hui, le pays s'oppose à la mise en place du Green Deal. Le Green Deal, en fait, il faut savoir... peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est. Le Green Deal, en fait, c'est au niveau européen, ils sont en train de réfléchir à mettre en place un cadre qui va toucher à peu près tout le monde. Les entreprises, le grand public, etc. Les entreprises comprennent, elles font aujourd'hui acte, elles demandent à ce que ce soit plus simple. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je crois que les entreprises, elles n'ont pas compris que c'était leur intérêt. L'Europe, contrairement à ce que tout le monde dit, elle travaille dans son intérêt. On adore taper sur l'Europe, et quand on regarde les chiffres, on est quand même plus riche que les États-Unis. Quand on fait, ouais, on n'est pas bon, mais on est toujours premier, quoi. Donc, on est faible, mais on est très fort, en fait, par rapport à ce qu'on veut bien reconnaître. Ce Green Deal, il a deux choses. Un, il va créer des barrières à tous ceux qui vont pas pouvoir s'adapter et qui, du coup, ne pourront pas rentrer sur cet énorme marché, 600 milliards d'euros, pour profiter de ça. Et la deuxième chose, en fait, c'est que de toute façon, le changement climatique, il va avoir lieu. Vous pouvez envoyer les lobbies et leur faire retirer, mais le changement climatique, on est dedans. Il va pas arriver, en fait. On va l'avoir. Donc, de toute façon, c'est soit on s'adapte, soit on devra réparer. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher que demain. Chaque jour qu'on perd. La Roumanie, aujourd'hui, elle s'oppose à ça alors qu'elle a des atouts. Elle est contre. Elle fait partie des 6 pays qui s'opposent au Green Deal. Pourquoi elle fait ça, en fait? Moi, je comprends pas ce qu'elle fait. J'ai eu un moment de déprime. J'étais à Hambourg, et vous voyez tout le monde qui se déplace en vélo. Les gens sont faciles, et vous avez tous les âges. Hein. Vous avez les vélos de toutes sortes, parce qu'ils doivent déposer des paquets, etc. Et le même jour, je reçois donc sur Climatosphère, on a tous des WhatsApp où on s'envoie les news, où le maire, je sais plus de quel secteur... Donc, au bord devait devenir une piste cyclable. Et là, il a dit, non, mais les gens, ils ont besoin de places de parking. Il n'y a plus une ville en Europe qui fait ça. Il n'y a plus personne qui fait ça. Aujourd'hui, la ville de Rennes, elle est en train de tuer son énorme parking, en fait, pour faire une énorme voie verte. Maintenant que les gens ont vu ce qui s'était passé à Paris et à Lyon, y a pas... vous n'avez pas trouvé un Rennais qui va vous dire, ah non, mais moi, je veux ma place de parking. Vous sentez qu'il y a d'autres associations, enfin, j'en connais quelques-unes roumaines, avec des Roumains, vous n'êtes pas tout seul. Non, non. Hein, il y a quand même aujourd'hui pas mal d'associations qui s'occupent aussi, qui ont une conscience de tout ça. Heureusement, en tout cas, votre voix et ce que vous dites sont essentiels. Restez en Roumanie et dans le bio. Non, mais je vais juste leur faire, je vais juste leur faire un petit peu de pub. En fait, nous, on a passé notre temps pour promouvoir Greentopia, on a passé notre temps justement à aller dans ces festivals. On a vu des gens comme Ecopolis, comme Ecoteka, c'est des gens qui ont un vrai pouvoir. Ça fait partie de ces gens qu'on voit pas mais qui bougent. Ces gens, ils sont capables de faire venir des maires. La semaine dernière, il y avait Dąbrowica Delivery, c'est Non-Makerspace qui l'a organisé. Vous aviez quand même les maires de secteurs qui viennent, etc. Et ces gens, ils connaissent en fait les solutions. Il faut un peu de courage. Il faut que le maire, il prenne courage. Et Oana de Ecopolis a dit un truc très chouette. Elle dit, vous savez, Anne Hidalgo, tout le monde l'a critiquée. La maire de Paris. Ouais. La maire de Paris, pardon. Tout le monde l'a critiquée. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui vivent dans un quartier avec leur petit vélo, etc., qui la critiquent. Et là, elle va partir. Je suis pas sûr que celui qui va venir, il va remettre des voitures en place. On va terminer là-dessus. Merci, Édouard Millot, pour vos mots, vos propos très importants. Et je suis ravi de vous avoir invité à nouveau. On se retrouve une prochaine fois, hein, et vous nous direz ce qu'il en est. Merci encore une fois. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je voudrais saluer en particulier nos auditrices et auditeurs moldaves qui vont voter ce dimanche.
votez bien et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site rfi.ro et écouter l'émission Moldova Zoom présentée par Lina Glaun qui vous, en roumain, vous donnera toutes les informations sur cette échéance importante en Moldavie. Donc, bon week-end, chères auditrices, auditeurs moldaves. Bon week-end à tous, week-end plăcut. Au revoir.